Bonsoir à tous, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité de ce 31 mars. La délégation de l'Union internationale des chemins de fer région Afrique a visité les infrastructures portières et ferroviaires de Djibouti. Et concernant Gaza, l'ONU ne parvient pas à dégager une position commune. Bonsoir à tous, et nous entamons ce journal par la tenue du 3e meeting d'athlétisme qui s'est tenu hier au Stade Goulet. Organisé pour la 3e année consécutive à Djibouti, ce 3e meeting international a vu la présence d'une foule nombreuse venue pour soutenir les athlètes. Les compétiteurs ont été regroupés cette année. Plusieurs athlètes internationaux venus de 14 pays tels que Djibouti, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Burundi, le Soudan, le Bahreïn et enfin la Somalie. La nouveauté pour cette 3e édition est l'organisation d'une course féminine de 800 mètres. Les compétitions se sont déroulées dans plusieurs épreuves telles que le 800 mètres, le 1500 mètres, mais aussi le 5000 mètres. Donc la première place est revenue à l'Éthiopien Debele au 800 mètres femmes. L'Éthiopienne Koretobi a pris la première place, devançant ainsi sa deuxième éthiopienne. La 3e place est revenue à une Kenyane, Joséphine Chelegon. Sur le 800 mètres, la compétition a regroupé de nombreux athlètes de différents pays. La victoire est revenue à l'athlète djiboutien Yann Suleiman sur un score et un chrono d'1 minute 45 secondes et 70 centièmes. Il a ainsi devancé 2 athlètes éthiopiens dans les derniers mètres de l'arrivée. La Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé pour cette 3e édition une cérémonie de remise des trophées qui a vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le président par intérim de la Fédération d'athlétisme, Saïd Ismail, la présidente du comité olympique de Djibouti, Madame Aïcha Ali Garad, ainsi que le représentant du comité africain d'athlétisme. En effet, tous les vainqueurs des différentes courses ont reçu des trophées ainsi que des chèques d'argent pour leur victoire. Parmi les vainqueurs figurait le champion djiboutien Yann Suleiman qui a remporté la course de 800 mètres et l'athlète Abdi Jama Derrié qui remporte la 2e place et la course du 5000 mètres. Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement et de la mer Rouge et du golfe d'Aden, a organisé durant 5 jours une formation sur l'évaluation de l'état du récif corallien présent à Mascali et l'identification des causes principales de la dégradation du récif corallien. Cette formation organisée dans le cadre de la réalisation du projet intitulé Gestion stratégique des écosystèmes de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Elle comportait 4 composantes, à savoir la surveillance des récifs coralliens, la qualité de l'eau de mer et de la mangrove, ainsi que l'étude d'impact économique et social.
Les participants ont suivi donc d'abord une formation théorique leur permettant d'évaluer les impacts humains sur les récifs coralliens et de suivre ainsi leurs variations au cours du temps. Par la suite, les participants ont suivi une formation pratique sur les récifs coralliens. Cette formation organisée pour la seconde année consécutive est destinée à renforcer le programme de surveillance de l'environnement au milieu marin. Lors de cette formation, le conseiller technique du ministère de l'Environnement a remercié les participants pour leur venue. Pour nous, pour nos enfants, pour les futurs. Et c'est pour ça qu'il faut toujours savoir l'état des milieux, l'état des récifs coralliens. Et c'est pour ça, c'est pas simplement les ministères de l'Environnement qui a participé. Il y a les côtes, les gardes-côtes et les marines nationales qui ont participé avec ça, parce que eux, ils ont un rôle très important à protéger l'environnement, à sensibiliser les autres vers l'environnement. Et on a suivi une méthode qui s'appelle Reef Check. C'est une méthode simple. Ça veut dire il y a en fait n'importe quelle personne qui s'est plongée, il peut le faire. Et on n'a pas besoin d'une éducation assez approfondie pour faire cette méthode. Et c'est une méthode standard. Standard, ça veut dire elle est suivie partout dans le monde. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, Dina Abdallah, a remercié ainsi les invités et les bénéficiaires donc d'être venus à cette formation, d'appliquer aussi au quotidien les leçons apprises durant la formation, d'améliorer en permanence leurs compétences dans ces domaines et de continuer à échanger, partager en groupe. Nous l'écoutons. Le tourisme sont très importants pour le développement du pays. Et pour qu'il y ait la pêche, il faut qu'il y ait des poissons, et pour qu'il y ait du tourisme, il faut aussi qu'il y ait les différentes espèces de poissons, mais aussi les coraux. Donc l'objectif de cette formation, c'est de suivre l'état des coraux, et généralement les djiboutiens, mais des fois il y a des problèmes avec les ancres des petits bateaux qui amènent soit les touristes, soit les pêcheurs, et nous lançons donc un appel pour que les ancres de bateaux ne soient pas jetés sur les coraux. Le ministère de l'Environnement a déjà mis en place des bouées où accrocher ces bateaux. Maintenant, certains bouées sont peut-être ont disparu, mais avec l'appui du PERSEGA, on espère mettre en place d'autres coraux, d'autres bouées pour accrocher les bateaux afin d'éviter d'endommager les coraux. Donc on voudrait sensibiliser surtout l'opinion publique djiboutienne sur l'importance du milieu marin et sur l'importance de ne pas dégrader le milieu marin en évitant tout type de pollution, notamment les pollutions qui peuvent venir des bateaux, par exemple le dégagage, mais aussi en évitant toute action qui peut soit dégrader les coraux, soit porter atteinte aux poissons, notamment aux requins-baleines, mais aussi d'autres types de poissons qu'il est important de préserver. Et donc c'était l'objectif de la formation. Et je voudrais encore une fois remercier le PERSEGA pour cet appui et aussi remercier les différentes institutions nationales qui ont participé à cette formation. Je vous l'annonce en début de journal, la conférence internationale sur la sécurité et la sûreté ferroviaire s'est clôturée ce jeudi au Palais du Peuple. Après donc la clôture, la délégation a visité les infrastructures portuaires et ferroviaires du pays, puis la délégation s'est rendue au SGTD où ils ont été accueillis par le directeur général de la société de gestion du terminal du conteneur de Doralé, M. Warsama Hassan Ali, où une visite guidée a été organisée en leur honneur sur le quai du terminal à conteneur de Doralé. À l'ombre des portiques géants, il leur a donc longuement été présenté. Donc la société nationale qui gère ce port est considérée comme l'un des plus performants en Afrique, puis il leur a donc été présenté la gestion du terminal de conteneurs d'Oralé. Sans transition sur ce sujet et dans ce magazine, nous allons donc retracer avec vous l'histoire de la ligne de chemin de fer Djibouti éthiopienne. Regardez, c'est un magazine et un commentaire de Mohamed Abdelrahman.
Cette nouvelle ligne de chemin de fer qui relie la ville de Djibouti à la ville d'Addis Abeba s'inscrit dans le processus d'intégration des infrastructures de communication que la République de Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie ont entrepris afin de répondre aux besoins croissants des échanges économiques entre les deux pays. La construction de cette nouvelle infrastructure s'inscrit aussi dans le processus de réalisation des grands axes de communication qui doivent contribuer à l'amélioration des échanges commerciaux entre les pays de la Corne de l'Afrique et plus au-delà des pays de l'Afrique de l'Est et centrale. Pour la République de Djibouti, les constructions de cette nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba s'inscrit dans la stratégie du pays d'investir massivement dans les infrastructures du transport à travers la construction du nouveau port, de nouvelles routes internationales, de nouvelles lignes de chemin de fer électrique et enfin de nouveaux aéroports internationaux. Tous ces investissements concourent pour renforcer les compétitivités du hub logistique régional que constitue le pays. Une résurrection. C'est à une résurrection qu'on peut assister les concitoyens présents à la cérémonie inaugurale du tronçon reliant Djibouti-Messo 10 janvier 2017. Une renaissance d'une institution presque centenaire que l'on croyait impérissable dont le temps a eu raison, le chemin de fer Djibouti-éthiopien. Plus d'un an après le début de la ligne reliant Djibouti à Addis Abeba, on peut à nouveau emprunter la voie qui a marqué de son empreinte de l'histoire des deux pays que sont Djibouti et l'Éthiopie. En peu moins de 4 ans, c'est plus de 750 km de rails entre les deux capitales jalonnées de 20 stations ultramodernes et opérationnelles dès la phase préliminaire du projet qui sont littéralement sorties de terre. Ce projet titanesque, bravant les éléments, ont été menés à bien en relativement peu de temps au regard de l'ampleur du chantier et le délai standard courant à ce type de travaux. Le chef de l'État a souligné l'importance et le soutien qu'il accorde à la nouvelle ligne de chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. La sécurité et la sûreté tout au long du corridor n'a pas été en reste. Avec cette sécurité qui a d'ores et déjà pensé et constitué, l'Éthiopie et la République de Djibouti ont charge d'un côté la police fédérale éthiopienne ainsi que la gendarmerie nationale djiboutienne de pourvoir aux besoins en termes de sécurité tant les personnels que les biens et des équipements à bord d'un train qui sillonne la ligne Djibouti-Addis Abeba. La société djiboutienne des chemins de fer n'a pas été en reste en initiant des ateliers et des activités de sensibilisation auprès des populations résidant à proximité des voies ferrées, sans oublier les populations accueillant les installations telles que les gares au sein de leur localité. Ce travail s'est révélé comme étant d'une nécessité de premier ordre afin de familiariser ces populations avec la ligne ferroviaire. Des dangers qu'elle peut représenter, des précautions pour leur sécurité de leur famille et de leur bétail. Car nous sommes en plein cœur, zone pastorale accoutumée à une quelconque limitation de quelque nature, quoi que ce soit. Dans cette optique de sécurité et de préservation des installations, pas moins de 120 jeunes djiboutiens et ingénieurs et techniciens ont suivi des formations et des stages de renforcement des capacités en Chine, en Turquie, au Maroc et enfin en Éthiopie. Dans l'actualité également, cette cérémonie de remise de récompense au profit des athlètes des forces armées djiboutiennes s'est déroulée ce matin au centre d'instruction du camp Cheikh Ousmane sous la houlette du général de corps Zakaria Cheribraï. Hassan Ali Boulboul, chef de brigade d'honneur, en besoin de mon général. À son arrivée sur le lieu, le général de corps des armées Zakaria Cheribraïm a été accueilli par le général de division Ousmane Nour Soubaglé, chef d'état-major de la défense, et son adjoint, le général de brigade Taher Ali Mohamed.
Après avoir passé en revue les troupes d'honneur, le général de division Zakaria Cher Ibrahim s'est dirigé dans la salle d'honneur où s'étaient rassemblés les athlètes et les invités en préparant à cette cérémonie. Le général de division Hassan Ali Kami, le conseiller du SEMGA, ainsi que l'ensemble des chefs de corps de l'armée djiboutienne et les grands responsables de l'état-major des FAD. Eh bien, cette cérémonie avait pour but de récompenser les athlètes des FAD qui se sont distingués au cours de la saison sportive 2017-2018. Le commandant Ahmed Omar, chef du bureau des sports des forces armées djiboutiennes, est revenu sur la performance des athlètes des forces armées djiboutiennes. En premier lieu figure l'adjudant Moumine Guélé, nouvelle étoile et porte-flambeau de l'athlétisme djiboutien. Les compétitions sur route de la saison sportive. Si je voudrais citer brièvement le palmarès de l'adjudant Moumi Bouhgué, il était premier en 10 km Open, 15 km Grand Barra, 10 km épreuve Ali Sabié, et en course régionale, il a participé au semi-marathon qui a eu lieu au Soudan, Khartoum, et s'est classé en 4e position. Kaborachef Oumal Khair, en série A, elle s'est classée en premier en 1500 avec un temps de 4,42. Mademoiselle Fadhia, qui est la seule fille civile et qui court au nom de l'armée, tous les trois, ils ont été qualifiés au 3e meeting international Stade Goulet de Montgénéral. Le chef d'état-major général des armées a procédé, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images, à la remise des galons et récompenses aux athlètes des forces armées djiboutiennes. L'ensemble des athlètes militaires présents étaient élevés au grade supérieur. Et cette cérémonie a été clôturée par un pot de rafraîchissement autour d'une animation de groupe folklorique harbi que je vous propose d'ailleurs de voir. Et dans le reste de l'actualité, l'Union de la presse francophone de Djibouti, l'UFPD Djibouti, a procédé mardi au lancement de ses activités à l'Institut français de Djibouti. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Christophe Guillou, du président de l'UFPD section Djibouti, également nouveau rédacteur en chef du quotidien La Nation, Kennedy Ibrahim, et son vice-président Mohamed Ahmed Salah, journaliste au quotidien La Nation, ainsi que des membres de la presse djiboutienne. La presse djiboutienne est largement francophone et agit au sein de ce creuset où se vivent et se partagent les valeurs et les traditions de la francophonie. Le lancement des activités de l'UFPD Djibouti a été vécu comme des moments de retrouvailles parmi la grande famille de la presse qui a largement participé à la cérémonie. Mais qui est également la maison des francophones. Donc merci beaucoup pour cette initiative qui permettra de resserrer encore plus
les liens de Djibouti avec cette grande famille répartie sur les 5 continents. La langue française est une des langues les plus actives aujourd'hui dans le monde. On a des projections pour les prochaines années qui nous permettent d'être particulièrement optimistes. Et le cœur de ce développement, la diffusion de la langue française, se situe en Afrique. Le moteur est aujourd'hui en Afrique. Qu'on le souhaite également au sein de l'UPR, c'est une presse responsable, une presse forte, une presse qui contribue à asseoir le développement des pays. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès de feu Haji Ibrahim Haji, né en 1949 à Holhol. Le défunt était l'oncle paternel de notre collègue Ali Ismail, technicien à la production. Il laisse derrière lui 13 enfants et 17 petits-enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde. À Gaza, pour commencer, l'ONU ne parvient pas à dégager une position commune. Et pour nous en parler avec nous sur ce plateau, Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ferdous. Effectivement, Ferdous, le Conseil de sécurité s'est ému de l'escalade de violence au Proche-Orient, mais n'a pas été capable de s'entendre sur une déclaration commune. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni en urgence hier soir, Ferdous, sur les affrontements dans la bande de Gaza, a entendu les inquiétudes quant à une escalade de violence, mais n'est pas parvenu à s'entendre sur une déclaration commune. Les membres du Conseil de sécurité se sont réunis à la demande de Koweït pour évoquer les violences dans la bande de Gaza, où 16 Palestiniens pour évoquer les violences dans la bande de Gaza. Ont été tués, des centaines d'autres blessés selon le ministère de la Santé dans la bande de Gaza. Rappelons-le, des dizaines de milliers de Palestiniens, Ferdous, notamment des femmes et des enfants, avaient convergé hier le long de la barrière frontalière qui sépare la bande de Gaza à Israël dans le cadre de la grande marche du retour. Un petit nombre d'entre eux s'étaient approchés à quelques centaines de mètres et derrière la barrière ultra sécurisée régulièrement le théâtre d'heures sanglantes. Et en Sierra Leone, quelques 3,1 millions de Sierra-Léonais ont été donc appelés aux urnes ce samedi pour un second tour. Effectivement, Ferdous, quelques 3,1 millions d'électeurs sierra-léonais se sont appelés hier à choisir leur nouveau président pour un second et très indice. Il doit partager l'héritier du président sortant et le candidat du principal parti d'opposition. Les 111 000 bureaux de vote sont ouverts ce matin à travers le pays d'Afrique de l'Ouest. Les premiers résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Au premier tour, le 7 mars, marqué par une participation de plus de 84%, peu connue à Samakoumra, homme éligible du président sortant Ernest Bai Koroma est candidat à l'APC. Le parti au pouvoir avait remporté 42,7% des voix. Ils avaient dévancé à Ferdous par le candidat du principal parti d'opposition, le SLPP, l'ex-général Julius Madabio, avec 43%. Et parlons science et technologie avec cette main bionique, une main du futur sensible au toucher. Effectivement, c'est une Italienne et la première à bénéficier d'une main bionique sensible au toucher. C'est une incroyable prouesse technologique réalisée à Rome par une équipe de scientifiques suisses, italiens et allemands. En 2014, la main bionique a vu le jour, mais l'équipement qui l'accompagne est trop volumineux. Mais pour sortir du laboratoire de recherche, les scientifiques ont donc travaillé 3 ans pour la miniaturiser et le faire tenir dans le sac à dos que porte constamment Almerina Mascalo. Cette prothèse du futur, rappelons-le, voit et saisit les objets qui croisent sur son chemin. Elle est même capable de dire s'ils sont durs ou non. Le test réalisé, on utilisait une main dotée du sens de toucher capable d'interagir avec le cerveau, a expliqué Paolo Maria Rosini, neurochirurgien. Le vrai prouesse, c'est l'interface entre la machine et le corps humain. Une avancée telle que les chercheurs ont comparé cette main à celle de Luke Skywalker dans Star Wars. Et pour finir, nous allons parler sport, notamment donc avec l'Ibrahimovic aux États-Unis ce matin. Une première donc Los Angeles FC Galaxy, donc l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain et de Manchester United est arrivé aux États-Unis jeudi soir. Effectivement, il a été accueilli à sa descente d'avion par des dizaines de supporters en délire. Il s'est plié de bonne grâce à l'exercice imposé aux autographes et celle de selfie. Premier bain de foule aux États-Unis pour Zlatan Ibrahimovic. L'avant-centre de Catalogne de Lego XXL devait faire face à ses débuts avec cette nouvelle équipe, le Galaxy, samedi lors du derby face au Los Angeles.
Reste à savoir dans quelles conditions physiques il se trouve à 36 ans après une opération du genou et une reprise difficile avec Manchester United. Depuis 16 ans, il n'a pas disputé que 7 matchs, il n'a marqué qu'un seul but. Zlatan Ibrahimovic n'a pas joué avec son nouveau club, le Los Angeles Galaxy, mais il est déjà réussi plutôt ses débuts lors de sa présentation officielle. À 36 ans, Ibra connaît la musique sur le terrain et en dehors, alors qu'il va découvrir son 7e championnat. Le colosse suédois, c'est que le presse attend de lui à distiller lors de sa première conférence de presse les bons mots. Merci Samater pour cette précision. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.